Arc-en-ciel, la chronique. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre intervenant, c'est Youssef Mchria. Ahlan wa sahlan. Allah yassalmak, merci. Marhaban et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel avec ma première question, comme vous le savez, est d'actualité. On parle de l'islam, malheureusement encore, ce climat d'attentat encore qui pèse lourd au nom de l'islam, sachant que l'islam n'a rien à voir avec ça, avec une sincère condoléance bien entendu à l'ensemble des morts suite à cet attentat ignoble. Et comme vous le savez, Monsieur le Président de la République française prévoit d'ici la fin du premier semestre 2018 de proposer une feuille de route pour l'islam de France afin que cette religion puisse trouver la paix à l'intérieur d'un espace laïque comme les autres religions. Ma première question, puisque vous êtes un spécialiste sur la question de l'islam, pourriez-vous parler de la formation, l'exemple de formation des imams en Algérie, leur cursus, sensibilisation et préparation pour qu'il y ait des vrais imams, des imams professionnels? Oui, bonjour, salam alaikum à tous les auditeurs de la radio plurielle et à notre immense communauté maghrébine et musulmane en France. Donc, avant de me commencer à ce débat-là, en tant que je suis imam, prêcheur musulman, je condamne l'attentat terroriste perpétré dans le sud-ouest de la France. Et au nom de la lame de notre religion spirituelle, j'adresse mes condoléances aux familles des personnes qui ont été assassinées et au peuple français. Je commence par la déclaration du monsieur Macron qui était au janvier dernier, qui a consacré une partie de son discours au chantier de l'islam de France. Donc il a évoqué un travail sur la structuration de l'islam en France, condition pour que les Français musulmans ne tombent pas dans les raies des divisions de leur propre religion. C'est vrai, c'est une belle idée de essayer de sortir de cette crise ou bien dans cette situation de crise en France, mais c'est pas en France uniquement, dans toute l'Europe et dans le niveau international. Vous savez, Monsieur Abdelatif, que la coopération Algérie-française est toujours vivante, surtout au volet de radicalisation et déradicalisation antiterroriste, et surtout des formations des imams et des prêcheurs. Et je crois bien que la résurrection de monsieur Macron qui a déclaré qu'il va faire poser les galons de ces instituts dans la fin du semestre 2018, je crois bien que cette déclaration, bien ce projet-là qui était dans tous les instituts français, ce sera basé dans 3 volets: la formation des imams, la déradicalisation de discours radical et aussi d'échange d'expériences dans tous les pays qui ont une grande expérience dans le domaine et le volet de déradicalisation. Si je parle de la formation des imams algériens, vous savez que chaque année l'Algérie possède et envoie des centaines d'imams pour accompagner la communauté musulmane binationalité, on peut dire binationalité, ça veut dire franco-algérien, bien franco-maghrébine. Et vous savez que l'Algérie a une grande expérience de lutter contre le terrorisme. Et permettez-moi, Monsieur Abdelatif, moi je suis toujours votre émission Arc-en-ciel et j'ai écouté vraiment un discours d'un interlocuteur qui était connu, qui parle que parmi les causes de radicalisation en France,
c'est l'amnistie algérienne ou repentie algérienne. Malheureusement, c'est pas juste ça. Au contraire, la réconciliation nationale a sauvé le pays. On a vécu une tragédie traditionnelle. Moi, j'étais toujours en Algérie. J'ai jamais fui ni en Europe ni en Arabie Saoudite. J'ai toujours été au pays depuis les années 80, les années 90, les décennies noires. On sait quoi, c'est quoi les actes terroristes. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dise Allah Akbar pour faire des attentats suicides, je sais bien, parce qu'on a vécu ça dans les années 90, 92, jusqu'à 97, jusqu'à 99. Donc, jamais ces réponses-là. Au contraire, on a fait un projet très intelligent de déradicalisation de ces gens-là. Et avec ce grand projet-là, on a essayé de éloigner des milliers de gens, des Algériens malheureusement, qui ont utilisé des Russes sur l'islam et sur leur patrie. Juste un point, monsieur Mchiri, si vous le permettez, comme vous le savez, moi je suis dans un cadre de transparence. Je tiens à préciser, par rapport à ce que vous venez de citer, donc vous êtes en train de rebondir par rapport au dire de monsieur Abdelrahman Dahman. Oui, vraiment. L'ancien, le franco-algérien, l'ancien. Oui, je le respecte. Moi, je le respecte. C'est un enfant du pays. Il est algérien. Donc, c'est l'ancien conseiller du président français, monsieur Nicolas Sarkozy. Donc, il est connu sur la scène internationale. Ce monsieur a parlé de ce que vous êtes en train de rebondir. Et moi, ça me fait énormément plaisir que vous avez le courage de répondre à ces dires de la part de M. Abdelrahman Dahman. Oui, attendez, je finis ma phrase et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Chose que, tout simplement, j'ai demandé officiellement au monsieur communication de la mosquée de Paris pour qu'il réagisse et pour qu'il donne son point de vue par rapport à ces déclarations. Malheureusement, c'est le blackout. Je suis très heureux que vous répondez. Je suis très heureux que vous rebondez. Le débat, c'est ça. La liberté de parole, c'est ça. C'est vrai. Moi, je rebondis et je parle et je réponds en tant qu'Algérien. Je fais un témoignage de terrain. Je suis de l'Algérie et j'ai resté toujours en Algérie. Je connais tous ces groupes-là, le JIA, le JSPC, tous ces groupes terroristes, même le LACMI, même le Qaïda et le Daesh. On connaît bien ces idées, on connaît bien leur arrière-pensée et leur idéologie. Donc, j'étais étonné par sa déclaration qui dit voilà que Zitouni est en train de balader en France. Ben, c'est la folie ça. Zitouni, c'était un grand terroriste, émir de l'Ejia. Il était tué, battu par les forces algériennes en Algérie. Et vous savez bien donc, selon vous, il est mort, ce monsieur? Bien sûr, il est mort. C'était le numéro 2. Écoutez, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est révélateur. Là, on parle d'une personne qui est quand même connue sur la scène internationale, M. Abdelrahman Dahman, qui est à Paris, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Selon lui, il sait ça. Maintenant, vous me dites c'est le contraire. Il est mort, ce monsieur. Alors, qui dit vrai? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà la situation. Voilà, je dis, j'ai rien à voir si on a des problèmes avec X ou bien Y, on reste toujours dans le sang parce que la crise s'il touche s'il touche Paris, bien Ouaga, bien Alger, bien Tunis, bien Benghazi, c'est la même chose parce que le phénomène des terroristes n'a aucune identité, ni religion, ni une arrière idéologique. Ça veut dire qu'on est tous dans un même bain, et c'est pour ça la coopération internationale de lutter contre le terrorisme. Donc pour la formation, pour la formation, là c'est noté, donc c'est un appel lancé à Abdelrahman Dahman s'il veut rebondir par rapport à vos déclarations. Il a le bienvenu, comme vous le savez. C'est quoi le parcours, c'est quoi ce cursus de la formation des imams en Algérie? Vous savez que d'après notre grande expérience dans la crise qui était menée en Algérie dans les décennies noires, nous avons tout un support qui s'appelle le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Nous avons aussi un support qui s'appelle le Conseil islamique. C'est deux instituts qui sont officiels, qui s'occupent de
de la religion en Algérie. On a presque 17 000 mosquées au territoire algérien, bien encadrées, avec des imams professeurs. L'imam professeur, c'est un universitaire qui a pris presque 4 ans en université de sciences islamiques en Algérie. On a aussi des imams qui ont des formations dans des instituts algériens de 3 ans de formation sur des sciences islamiques et comment gère ces sites et des salles de prière et ces sites religieuses, y compris on a aussi de côté le volet femmes et féminine. On a la Morshida Dinia, c'est une professeure qui a eu une formation dans les universités de sciences islamiques. Donc cette formation là nous encourage de bien encadrer, parce que c'est quoi? Parce que le vide, si on laisse ces salles de prière et ces mosquées vides, donc et la nature a l'horaire de vide, voilà qu'on dira tabi'at al-faragh. Donc on a essayé de bien encadrer. Nous, notre stratégie, c'est pas de fermer les mosquées. C'est pas pareil comme en France, parce que c'est autre chose. Et comme autre pays, comme la Tunisie, nous, on encadre, on éloigne le discours radical, éloigne ces faux imams, et on remplace par des imams qui sont bien formés dans des instituts et des universitaires. Donc c'est la formation et la formation des imams. Si on a des imams qui sont compétents, comment dirais-je, faire un discours très tolérant de l'islam, donc on bien éduquer une génération tolérante vers cette phénomène. Voilà. Justement, donc il faut préciser à notre auditoire qu'on parle de M. Youssef Mchria. C'est un imam et aussi le secrétaire général de la Ligue des imams du Sahel africain. Mais aussi, il est conseiller du ministère des Affaires religieuses algérien. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a vécu beaucoup de choses. Et maintenant, puisque vous nous avez expliqué ce cursus de la formation des imams en Algérie, ma question est simple. Comment vous voyez-vous que cette formation des imams en Algérie peut être bénéfique en France pour les musulmans de France? Voilà. Donc, vous savez que on a une grande coopération avec les Français. Chaque année, l'Algérie envoie des imams, une centaine des imams, pour encadrer certains mosquées en France sous la tutelle de la grande mosquée de Paris. D'accord. Donc, voilà. Donc, toujours la mosquée de Paris, c'est le repère. C'est le repère de faire cette coopération, parce que et quand même la mosquée de Paris, c'est une institution française, voilà, c'est une institution française, mais malheureusement comment dirais-je, dernièrement on a un souci que cette mosquée bien elle est un peu comment dirais-je, un peu éloigné, bien une certaine volonté qui veut éloigner la mosquée de Paris de la vie de la communauté musulmane en France. C'est qui essaie de faire écarter la mosquée de Paris? Pourtant, c'est pas. Donc moi, je sais pas, parce que d'après la montée de CFCM, oui, on voit que la mosquée de Paris, il y a certaines volontés en France, je sais pas pourquoi, qui veut pourtant que la grande mosquée de Paris, c'est une institution créée par une loi française, une loi d'État, et consciente de ses responsabilités au sein de la communauté musulmane française, en termes de réflexion, d'interprétation et d'éclairement religieux. Et nous savons bien, si on dit Algérie, la coopération Algérie-française, c'est la coopération de la mosquée de Paris et en France. Et cette mosquée, elle sait bien qu'il est de son devoir d'accompagner les Français de confession musulmane sur leur chemin spirituel. Voilà. J'ai une question pour préciser à notre auditoire, parce que là, vous parlez de quelque chose de très important, monsieur Youssef Mchria. Oui. Vous avez parlé de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, vous dites comme quoi c'est une institution française. C'est bien ça? Oui. Bien. C'est quoi la relation de l'Algérie avec cette mosquée, puisqu'il s'agit d'une institution française?
Oui, parce que c'est la coopération, voilà, c'est la coopération, à Géro française depuis X temps, parce que vous savez que la mosquée de Paris c'est un repère et c'est une. Est-ce qu'il est géré par l'Algérie d'une manière directe, la mosquée de Paris? Non, la gérance, Monsieur Boubacar, c'est des Français, c'est des binationalités, c'est des Français en première catégorie. Voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait, l'Algérie? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Elle envoie des imams pour la population, pour qu'ils apprennent de la langue arabe aux communautés françaises. C'est une coopération normale comme avec n'importe quel pays. Voilà, parce que nous avons de coopération franco-marocain, franco-tunisien, franco-turc, franco-égyptien et franco-algérien. C'est ça. Voilà, c'est pourquoi je vous le dis ça, oui. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit voilà, c'est une. Et pour cela, cette mosquée. Parce que là, voilà, parce que vous évoquez quelque chose d'intéressant, puisqu'on parle de Abdelrahman, donc j'aimerais bien que, puisque vous suivez l'émission Arc-en-Ciel, et je vous en remercie, ainsi que l'ensemble du peuple algérien qui suit cette émission. Donc la question, parce qu'il a évoqué aussi cette mosquée de Paris, il a parlé d'une coquille vide, il a dit beaucoup de choses sur Dalil Boubacar par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'il fait. Il y a une plainte qu'on a reçue contre une personne que je crois c'est le bras droit de M. Dalil Boubacar. Il a accusé les services secrets algériens. C'est énorme ce qui a été dit. La question qui se pose, est-ce que selon vous, toutes ces accusations sont fondées ou pas, ou bien vous êtes au courant de rien? Bon, je rentre pas dans ce débat-là et ce conflit-là avec Monsieur Dahman et les autres. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je parle de l'institut, de l'infrastructure, de la mosquée de Paris. Oui. Ce style-là, qui a été créé depuis 1928, bien 29, après la Première Guerre mondiale. Et comme la France a senti que nos grands-pères fondateurs, nos grands-pères et nos pères qui ont combattre la volonté de la haine contre la France. Donc, elle a récompensé de construire une institut religieuse pour les récompenser. Je parle que ça. La mosquée de Paris, c'est pas une mosquée. C'est pas une mosquée pour X ou Y ou bien algérien. C'est une référence maghrébine, musulmane. C'est vrai que la majorité c'était des Algériens, mais si je parle au contraire, moi je parle loin de ça. La mosquée de Paris, c'est un repère de diminuer le grand Maghreb arabe. Parce que moi, quand je visite cette mosquée, je vois les Algériens, les Marocains, les Africains. Il y a tout le monde qui rentre, donc il y a pas de discrimination, il faut dire les choses qu'elles sont. Donc, voilà. Il y a une dernière question qui concerne par rapport à vos compétences, et là où vous agissez. Parce que il faut pas l'oublier, vous êtes quelqu'un spécialiste du Sahel, donc qui pose un réel problème. Quelle expérience avez-vous récoltée de votre action ou de vos actions dans les pays du Sahel au niveau sécuritaire et social? Merci à cette question. J'ai entendu certains de votre émission sur le CFCM. Oui. J'étais vraiment étonné que le président du CFCM c'était un non-musulman, Et c'était arrivé dans la même chose dans un pays africain qui a demandé ma expérience de former quelques leaders religieux et prêcheurs pour de déradicalisation. Et je trouvais qu'ils ont une fondation qui était chapeautée par un non-musulman, un militaire non-musulman. Donc j'étais vraiment étonné. J'ai dit comment cette idée-là que toujours les musulmans vous parlez de la fondation d'Islam. La fondation de l'islam, voilà. Voilà, parce que là, juste pour expliquer à notre auditoire et pour recadrer les choses. Donc, justement, c'est un souci de le monde entier, surtout dans le pays africain, du subsaharien, du Sahel. On commence de la Mauritanie, Mali, Niger, Burkina et le Tchad, et surtout les groupes terroristes. Et on a vécu une grande montée des groupes terroristes. C'est pour ça que la visite de monsieur Macron au pays du Sahel récemment, pour aider les 5 pays qui s'appellent le G5, il a ramené un grand enveloppe de l'Arabie Saoudite et de l'Émirat, presque 1 milliard d'euros, pour qu'il éloigner ces groupes terroristes. Mais je dis toujours que l'influence étrangère et l'approche militaire
non, ne suffit pas. Des fois, elle grave les choses. Elle grave les choses parce que si on base si on dit toujours parce que Macron, elle a déclaré après l'attentat du sud-ouest de la France qu'on a subi un attentat islamisme. Donc toujours l'amalgame, toujours on peut pas différer entre l'islam et l'islamisme et le terrorisme. Donc on dit toujours que l'approche intelligente, l'approche intellectuelle, l'approche de déradicalisation, elle suffit d'éloigner cette haine et cette peur de la France et de Sahel et de le Maghreb arabe et du monde entier, Inch'Allah. Inch'Allah, donc si j'ai bien compris, si j'arrive à faire une synthèse, j'espère bien que je me trompe pas et vous pouvez me corriger à tout moment. Donc il y a 4 éléments de taille et notamment le dernier parce qu'apparemment donc c'est une première. Hein. Je tiens à vous remercier de votre franchise et de votre franc de parler. Donc vous n'êtes pas d'accord pour une fondation de l'islam présidée par un non-musulman? Non, pas du tout. Parce que je suis contraire. Laissez les musulmans, laissez les communautés qui travaillent soi-même. Voilà, parce que ça marche pas avec la laïcité de la France. Ça marche pas. Comment financer ces fondations-là, laissez la communauté qui s'occupe d'eux-mêmes. Seulement de respecter le règlement et tout ce qui est règlement intérieur du pays, voilà. D'accord. Donc, il faut laisser les musulmans s'occupent de leur gestion eux-mêmes, de leur organisation eux-mêmes, sans l'intervention de qui que ce soit, même de l'État. Même de l'État. Si je parle de la France, oui. Si je parle de... Je parle de la France. Oui, c'est la même chose parce que j'ai subi la même expérience du pays du Sahel, c'est des pays laïcs. Seulement que il faut un accompagnement sécuritaire du ministère de l'Intérieur, voilà, et des services sécuritaires, voilà, ces actions-là. Mais pour gérer un dossier qui vous êtes loin de ça, je respecte monsieur Père Chevènement, mais quand même, ce dossier-là, c'est un dossier très sensible, voilà, très sensible. Il faut laisser les experts, les conseillers, voilà, qu'ils travaillent soi-même, voilà. Une dernière question, si vous le permettez, dans ce sens-là, parce que c'est les questions qui posent l'État aussi, quelque part. On parle de financement de l'islam de France. Donc, il y a des soucis par rapport à des flux d'argent qui viennent par-ci, par-là, de Moyen-Orient, du Maghreb. Il y a beaucoup de flux d'argent et il y a rien qui est contrôlé. Il y a aussi cette formation des imams. Qui est d'actualité. Bien entendu, il y a une organisation pour avoir un interlocuteur qui peut parler au nom des musulmans. Donc, à ce stade-là, il n'y a rien. Comment vous voyez-vous cette ingérence des pays étrangers sur l'islam de France? Est-ce qu'il s'agit d'un bras de fer entre l'État français et les États, j'ai dit, je pèse mes mots, et les États des pays étrangers, d'où ils viennent ces musulmans qui se trouvent sur le sol français? Trouvez-vous normal que ces pays s'imposent ou interviennent ou rentrent dans une action à l'intérieur d'un État souverain? Oui, moi je comprends ça. Vous savez, parmi les grandes causes de la montée de radicalisation et l'extrémisme violent et le terrorisme dans le pays du Sahel, c'est l'influence des pays arabes et des pays musulmans de Moyen-Orient dans ces pays-là. Qu'il vienne un prêcheur de l'Arabie Saoudite, bien des pays golfe, et qu'ils disent à ces gens-là que vous n'êtes pas dans le bon chemin de l'islam. Vous êtes des Tijans, bien des Qadiris, bien des soufis, vous êtes des mécréants. Vous n'êtes pas de bon chemin. Et c'est des idées-là qui a aggravé les choses de la montée de radicalisation au pays. C'est la même chose qui était passée en France et au Paris. Moi, j'ai visité l'Autriche, j'ai visité l'Allemagne. C'est les mêmes idées partout. Ces gens-là qui ont, je sais pas, peut-être avec Biniyat Khalissa, mais des fois, on peut faire des choses, mais on trompe dans le chemin. C'est vrai qu'ils ont de l'argent, mais ramener l'argent, ces aides-là, et laisser la communauté même. Moi, je trouve il y a assez des imams français, purement français, et qui savent bien les lois et la culture française, à l'intérieur de la France, et c'est bon de bien réagir. Donc, mais au côté étatique, c'est vraiment sensible. Comment gérer
un dossier religieux d'après la loi de 1905, 1905 que c'est un État laïque. Et comment on peut faire? Donc c'est très sensible, il faut bien réfléchir, il faut bien ouvrir des ateliers de pensée, de réfléchir à ce sujet-là. Est-ce que c'est une fondation? Moi je crois non. Écoutez, le message est clair par rapport à la fondation, mais est-ce que selon vous, vu ce que vous venez de citer maintenant, donc vous venez de citer comme quoi il y a des imams français qui sont vraiment des gens d'ici, de la France, qui peuvent jouer ce rôle-là, selon vous, comment ça se fait dans les pays des Maghreb? J'ai dit les pays des Maghreb, on en voit encore des imams. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, la France n'arrive pas au cadre, à s'occuper de. Donc la France, elle a besoin de cette aide du pays du Maghreb notamment. Oui, toujours, on a besoin. On essaie de faire un projet, de faire une stratégie d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années, de cadrer, de former, parce que je crois que les Marocains, ou bien le Maroc a commencé de formation des imams français au Maroc. Ils ont commencé de faire ça, et je crois qu'elle va commencer aussi avec l'Algérie, avec surtout au volet de déradicalisation et anti-lutte contre tout ce qui est radical et takfir. Donc c'est très important, mais il faut bien de travailler dans un projet qu'on va atteindre de faire ce projet-là, de former des imams purs français pour gérer leur vie religieuse, voilà. Eh ben, écoutez, Monsieur Youssef Mechria, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant, donc il faut bien préciser qu'il s'agit aussi d'un conseiller du ministère algérien des Affaires religieuses, donc un homme qui est dans le vif du sujet. Vous, c'est un expert aussi dans le domaine de l'extrémisme religieux violent, et surtout ses actions sont connues sur le Sahel. Ce monsieur, donc, elle a bien expliqué les choses. Merci. Pardon, Monsieur Abdelatif, est-ce que je peux ajouter un petit... Oui, bien sûr. Je peux ajouter. Maintenant aussi, il faut travailler. Si je profite associé pour la médiatique de travailler sur le sujet de comment dirais-je le CTE, les combattants étrangers. Le retour. Le retour, voilà, parce que vous parlez du retour des djihadistes. J'ai un grand souci que l'attentat du sud-ouest de la France, c'est une conséquence du retour de ces combattants-là. Parce que donc vous croyez ce monsieur a une relation avec la Syrie? Oui, parce que le schéma se refait. Vous savez que parmi les causes de la tragédie nationale algérienne, c'est le retour des combattants afghans en Algérie. Donc, mais par rapport à cet attentat, parce que vous êtes en train de parler de quelque chose de très important, par rapport à cet attentat du sud de la France, vous croyez que ce kamikaze a une relation de retour avec la Syrie? Oui, nous, d'après notre expérience, le retour, c'est le retour des idées, c'est le retour des esprits. Donc, et c'est le reflet. Donc, il faut travailler, il faut bien travailler, et surtout au service sécuritaire. Il faut bien ouvrir des ateliers et des cellules de la pensée. Comment on réagit. Donc, se base pas seulement sur la fermeture des certains salles de prière. X et Y, donc il faut travailler sur ce sujet-là et pour éviter le max de risques, voilà. Merci, c'est Youssef Mechria et encore à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, bon courage et merci. Barakallahu fik, ma salama. Allah yassalmak, merci.